Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons parler de vaccins. De quoi? On parle de vaccins aujourd'hui. De quoi? Après quand je dis vaccin, c'est... Ah putain, enfoiré de collabo, de macroniste. Dictature. Putain. Putain. Hein? C'est vrai que ça agace le vaccin, hein? Aujourd'hui nous allons parler de vaccins, Putain. mais calmement, en s'attachant aux faits et rien qu'aux faits. Ah. L'objectif d'un vaccin est de mettre à jour notre base de données immunitaire, afin que notre corps détecte et supprime un virus avant que celui-ci ne se soit tellement multiplié qu'on tombe malade. C'est une question de timing, quoi. Bonsoir. Allez-y. Qu'est-ce que c'est que ce... Centrale, on a un problème. Oh putain. Tiens. Centrale. Oh merde, on est en train de se faire dépasser. Suivant. Bonsoir. Suivant. Donc on comprend facilement que le vaccin n'empêche pas d'être porteur du virus, mais limite largement son développement et les symptômes, et par conséquent, sa contagiosité. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas Pasteur qui a inventé ce qui se rapproche le plus d'un vaccin, mais un médecin anglais du nom d'Edward Jenner. Edward Jenner. En 1796, Edward travaille sur la maladie de la variole. Cette dernière avait comme particularité de recouvrir entièrement le corps des malades de petites pustules purulentes. C'est assez chaud. Une petite photo? Ils ont pas l'air chaud là, je crois, comme ça. Mais... Non, mais on fait pas de photo, ok, non mais ok. Ne te vaxe pas, c'est bon, attends, Non, ça ça va. va. À cette époque, il s'intéresse particulièrement à la forme de la variole qui infecte les vaches et qui est bénigne quand elle est transmise à l'homme. Cette forme bovine de la variole s'appelle la vaccine, qui vient du latin vacca, la vache. Quoi. Ah, mais tout prend son sens alors. Qu'est-ce qu'il est con lui, putain. Vacca, la vache, c'est du latin. Il a donc l'idée étrange, bizarre, non même carrément chelou, de prélever du pus des pustules d'une fermière infectée par la vaccine pour ensuite l'inoculer directement à un valeureux cobaye du nom de James Phillips, 8 ans. James, où es-tu? Mon petit James, viens prendre ton shoot de pus de vache. Bon, petit James, tu es vraiment si doux. Puis, quelques mois après, il le contamina délibérément avec la vraie variole cette fois-ci. Et là, miracle, le petit cobaye ne développa pas la maladie. Il était donc désormais protégé par la méthode de la variolisation, qui deviendra plus tard la vaccination. Du nom de la maladie de la vache. Vaccine, vacca et latin. Ta gueule. On a compris là, c'est bon, putain. En 1853 au Royaume-Uni, le vaccin contre la variole devient obligatoire pour les enfants et cette toute première obligation vaccinale suscite une opposition virulente. Les adversaires invoquent le danger, des motifs religieux ou encore l'atteinte de liberté individuelle, le grand classique. Et ce n'est qu'en 1885 que Pasteur injecte pour la première fois son vaccin contre la rage, qui est entre autres basé sur les travaux d'Edward Jenner. Aujourd'hui en France, 11 vaccins sont obligatoires, mais pendant longtemps seulement 3 l'étaient, la diphtérie, le tétanos et la polio. Le premier vaccin à devenir obligatoire en France est celui de la diphtérie en 1938. Alors, la diphtérie, c'est une délicieuse maladie qui se manifeste par de fausses membranes d'aspect blanchâtre qui recouvrent les amygdales et qui peuvent obstruer le larynx jusqu'à entraîner la mort par suffocation. Putain, vas-y, on leur montre une photo du coup. Ah non, on a dit pas de photo, c'est pas de photo. Mais arrête d'avoir le Ah, seul. non, mais attends, on m'a dit pas de photo. En 1945, on dénombrait pas moins de 45 000 cas de diphtérie en France. Et en 1960, ils étaient moins de 1000 à contracter la maladie. Alors si comme moi, le nom diphtérie et ses symptômes ne te disaient rien ou vaguement quelque chose, eh bien sache que c'est grâce à la vaccination généralisée qui a permis la disparition quasi totale de cette maladie dans les pays d'Europe de l'Ouest. Il existe plusieurs technologies de vaccins qui ont chacune leurs avantages en termes d'efficacité, de coût, de rapidité de production, de facilité de stockage, etc. En un, nous avons les vaccins vivants atténués qui est la plus ancienne technique. Alors ces vaccins sont constitués de virus ou bactéries vivants qui ont été modifiés afin qu'ils perdent leur pouvoir infectieux, mais tout en gardant leur capacité à induire une protection sur la personne vaccinée. Par exemple, le vaccin ROR utilise cette technique. Je suis pas bien là, je me sens pas terrible. Bon monsieur, nom et prénom. Je vais vous dire que je vais en parler aux collègues, vous rentrerez pas chez nous. On sort ça jamais. En deux, les vaccins inactivés. Alors, ceux-là, ils sont pas composés d'agents infectieux vivants, mais ils peuvent contenir soit un fragment de l'agent infectieux, c'est le cas par exemple des vaccins contre l'hépatite B ou le tétanos, soit la totalité de l'agent infectieux qui est inactivé, comme le vaccin contre la coqueluche, soit une toute petite partie seulement d'un virus, une protéine ou son acide nucléique, c'est-à-dire son ADN ou son ARN.
comme pour le vaccin du Covid-19. Ah bah la Macronie! Comment? Salaud! Non, c'est pas drôle, arrêtez. L'idée de la vaccination à ARN n'est pas nouvelle et remonte au début des années 90, lorsque des chercheurs ont injecté pour la première fois un ARN codant un antigène de la grippe à une souris. Mais ce n'est effectivement qu'en 2020 qu'un vaccin à ARN messager est utilisé pour la première fois à une large échelle sur l'humain. Dans notre corps, l'ARN messager est une copie d'un morceau d'ADN, celui-ci est créé naturellement par le noyau de nos cellules. L'ARN donne des instructions à nos cellules pour produire les protéines dont elles ont besoin pour exister et fonctionner. Est-ce que tu pourrais me faire de la kératine, s'il te plaît? Bah ouais, t'en veux combien? 12 milliards. 12 milliards, ok, c'est parti. Dans le cas du vaccin, l'ARN messager du Covid-19 est amené de l'extérieur par une injection, et celui-ci va ensuite demander à nos cellules de fabriquer une protéine inoffensive présente sur le virus, afin de permettre à notre organisme de le reconnaître par la suite. Et juste après avoir livré son message, l'ARN disparaît. Est-ce que tu peux me produire de ça, s'il te plaît? Bah ouais, bien sûr, c'est quoi? C'est de la protéine de Covid-19. Hein. T'en veux combien? 12 milliards. C'est parti. Ok, let's go. Zidane. Après quelques jours, le système immunitaire aura neutralisé toutes les protéines, mais gardera en mémoire ses caractéristiques, ce qui lui permettra d'éliminer rapidement le virus lorsque celui-ci se présentera. Je comprends bien ton vaccin, mais on ne sait pas ce que ça fait à long terme. Hein. S'il y a un truc sur lequel faut pas déconner, c'est bien la santé. Hein. Oh, Évidemment, on ne peut pas savoir avec certitude les potentielles conséquences sur le long terme, mais 2 siècles de vaccination nous ont montré que c'est l'outil le plus efficace et le plus fiable pour éradiquer totalement certaines maladies. Petite parenthèse réflexion. Ces derniers temps, il est courant d'entendre des histoires du genre le cousin de mon voisin, Samuel, 50 ans le mec, hein, un travailleur fort. Il s'est vacciné, 3 jours après, infarctus le nez. C'est pas des conneries, hein, je constate, c'est tout. Alors, non, ce n'est pas parce que tu as fait un infarctus après avoir été vacciné que c'est forcément à cause du vaccin. En France, il y a environ 80 000 victimes d'infarctus par an, soit plus de 200 par jour. Donc, statistiquement, il y aura forcément plusieurs personnes qui feront un infarctus quelques heures ou quelques jours après leur vaccination. Remarque, il y a aussi certainement un grand nombre de personnes qui vont se cogner le doigt de pied sur leur lit juste après s'être fait vacciner. Ah oui, Pourtant, hein, on ne peut pas vraiment imputer la responsabilité au vaccin. c'est sûr. Hein, il n'y a vraiment qu'une expertise scientifique précise qui peut fournir ce genre de conclusion. Eh, c'est bien dit ça. Ouais, Allez, c'est bien dit. Fin de la Allez, parenthèse. on va boire un Les coup. zoos. Allez, on termine avec une fake news qui a la vie dure et qui a commencé en 1998, lorsque le chirurgien Andrew Wakefield publie une étude dans la revue The Lancet. Cette étude tendait à démontrer un lien entre vaccin et autisme. Bien que l'étude ne portait que sur 12 enfants et que les résultats avancés étaient désignés comme préliminaires, l'article a été largement couvert médiatiquement, entraînant une méfiance générale envers les vaccins, et plus précisément le vaccin ROR. Dès 2002, plusieurs études ont été réalisées pour tester la corrélation entre vaccin ROR et autisme. C'était alors très clair qu'aucun lien n'existait. Mais alors, pourquoi ce bon vieux Andrew Wakefield tenait absolument à trouver un lien? Ah, très bonne question, hein. Réponse en image. Bonjour monsieur Wakefield, je suis l'avocat des familles souhaitant faire un lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Ah oui, oui. Et j'imagine que vous voulez une petite étude pour prouver ça, quoi. Écoutez, ce serait pas mal. Oui. Je vais vous dire, déontologiquement, je ne peux pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça parce que génétique, ça fait des années que je pratique. D'ailleurs, je vais vous surprendre, mais il y a effectivement un lien entre l'autisme et le vaccin ROR. C'est pas vrai? Et oui. Et pour 50 000 de plus, d'ailleurs, peut-être même un petit cancer. Vous voyez, vous me dites. Super. Petit cancer. Génie ça. Vaccin ROR, cancer. En effet, à l'époque de la publication, celui-ci dirigeait une recherche pour un groupe de parents d'enfants autistes voulant attenter un procès en dommages et intérêts contre les producteurs de vaccins ROR. Mais ce n'est pas tout. Celui-ci avait aussi déposé des brevets pour un substitut au vaccin ROR et donc se faire un sacré paquet de fric en vendant son vaccin garanti sans autisme. Ce cher Andrew fut radié de l'ordre des médecins en 2010 pour fraude. Il faut savoir que les fausses informations se diffusent en moyenne 6 à 8 fois plus vite que les vraies informations et qu'encore aujourd'hui, des craintes injustifiées sont présentes dans les esprits de chacun. Et ce n'est qu'un exemple de fake news parmi des centaines d'autres. Alors, pour être honnête, on ne pense pas avoir convaincu qui que ce soit aujourd'hui, hein, mais on trouvait ça intéressant de revenir sur des faits qui ont parfois tendance à se perdre un peu. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux en découvrir d'autres, eh bien, n'hésite pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube et éventuellement à t'abonner. Ah oui, abonne-toi. Oui, oui. Et puis quant à nous, on te dit, À bientôt.